Je suis coprésident avec M. Donatien de Beauregard. Anne-Marie est vice-présidente et M. Karl est le délégué général. Nous allons vous présenter nos travaux, vous expliquer le pourquoi et ce qu'on espère faire. Donc je ne vais pas traîner, je vais essayer de passer la parole à Jacques. Merci Pascal. D'accord, vous m'entendez là? Ben voilà. Il vaut mieux que ce soit comme ça. La filière que vous représentez ici c'est une crise grave et c'est une crise à plusieurs niveaux. Le premier des motifs, c'est la baisse des enjeux qui est structurelle. Quand on regarde le budget du pays, on s'aperçoit que depuis 4 ou 5 ans, il y a une baisse structurelle des enjeux de l'ordre de 250 à 300 millions par an. Alors il y a des phénomènes de compensation. Un développement d'export, il y a un développement d'autres ports, mais qui n'ont pas le même impact. Il faut quand même rappeler que les paris financent l'ensemble de la filière. Il y a un service public des courses, et ce service public est mis en œuvre par cette baisse de jeu. On parle de l'augmentation des françaises des jeux, et de notre côté, l'amateur, à mon avis, compare une concurrence entre les deux. Revenons également en tête l'idée qu'il faut le défendre. Deuxième cause de cette crise, c'est qu'il y a une inflation aujourd'hui des courses et aussi une baisse tendancielle de ce qu'on appelle le taux de retour joueur. C'est-à-dire que plus les enjeux tendent à baisser, notamment en dur, et plus pour maintenir une marge qui est distribuée aussi bien à l'État qu'aux sociétés mères, il y a une tendance à la réduction du taux de retour joueur. Le taux de retour joueur, c'est quand même ce qui permet aux joueurs de s'intéresser au pari, parce qu'il arrivera un moment où il y aura un phénomène de décrochage. Donc ça, ce sont des facteurs tendanciels, structurels, lourds. Il faut absolument faire en sorte de stabiliser les enjeux, voire faire en sorte qu'ils remontent et que la marge qui est dégagée et qui finance l'ensemble de la filière se restaure. Alors, c'est facile à dire. Comment peut-on faire? J'y viendrai tout à l'heure. Mais c'est quand même le point numéro 1 à mettre en évidence. Deuxième point qui correspond à cette crise de la filière, c'est la démobilisation des pouvoirs publics. Vous avez deux exemples récents, la TVA et le live betting. Je vais commencer par le live betting parce qu'il y a Thibault Lamarre qui est là ou qui va venir et qui va faire, je dirais, une présentation de l'action courageuse et indispensable que les jeunes professionnels de la filière cheval mènent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le live betting? Il y a eu une réunion interministérielle au mois de janvier entre les différents acteurs de la filière et les différents ministères concernés. Lors de cette réunion, il a été convenu qu'il fallait absolument mettre en œuvre des groupes de travail pour restaurer la situation et faire en sorte que l'État aide cette filière à gérer la crise. Quelques jours après, on a appris que le ministère des Finances, ministère du Budget plus exactement, avait autorisé le live betting, un test de live betting pour la Française des Jeux sur certains points de vente. Il est évident que c'est dangereux et inquiétant parce que ça crée une concurrence qui n'est pas du tout acceptable compte tenu de l'attractivité en termes de jeu du live betting et du déport qu'il peut y avoir entre les paris hippiques et ce live betting sur différents paris sportifs. L'ennui, c'est que cela démontre que l'État, en l'occurrence le secrétaire d'État au budget, n'a pas vu le danger et que la réunion interministérielle qu'il y avait eu peu de temps avant avec les responsables de la filière était une réunion, et c'est souvent le cas avec les pouvoirs publics, qui était déconnectée de ce qu'il y avait dans les tuyaux de la décision ministérielle du secrétaire d'État au budget. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a une véritable démobilisation de l'État. Autrefois, le ministère de l'Agriculture était en première ligne pour la filière cheval, et puis au fil des années, il reste aujourd'hui l'IFCE, mais qui a une fonction de formation, de recherche,
et qui n'a pas de forme de fonction de pilotage ou de coordination. Donc l'État est en train de se démobiliser. Il s'est démobilisé aussi sur la TVA. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2013 et 2014, le passage au taux de TVA plein, au taux de 20%, la France n'était pas obligée, malgré certains risques juridiques, de faire ce qui a été fait. Il faut savoir que la TVA, c'est un domaine extrêmement complexe où il y a 40 pays qui sont poursuivis, enfin 40 cas où des pays sont poursuivis en Europe pour des fraudes à la TVA. Il y a des taux extrêmement différents selon les pays et c'est un facteur, je dirais, de déséquilibre économique entre les différents secteurs d'activité et les différents pays. La fiscalité en général n'est pas du tout harmonisée au sein de l'Europe et pour se mettre d'accord sur les taux de TVA ou sur une fiscalité commune, il faut l'unanimité des 28 États membres. L'unanimité des 28 États membres, c'est extrêmement difficile à obtenir. Donc, la plupart des États, que font la plupart des États, ils défendent les secteurs d'activité qui sont en difficulté. Et c'est vrai que passer d'une TVA de 7% à une TVA de 20% sur la filière équine, ce n'était pas véritablement obligatoire. Et à l'époque, c'était M. Cazeneuve qui était ministre du Budget. Il y a eu, c'était Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre, il y a eu des décisions françaises qui anticipaient peut-être, mais pas certainement, des poursuites de la part de la Commission européenne qui auraient peut-être duré des années. Mais comme la France était dans une situation délicate, au plan, je dirais, de son déficit budgétaire, ça fait partie des négociations qu'il y a au niveau européen. On cède sur des aspects que l'on considère comme secondaires pour obtenir des avantages sur d'autres aspects. En l'occurrence, c'était la prolongation d'un déficit budgétaire plus important que les 3% auxquels la France aurait dû arriver dès 2013 et auxquels elle n'est toujours pas arrivée. Donc voilà, on est dans un ensemble qui est un ensemble complexe où la filière équine n'est pas suffisamment représentée par un État qui est éclaté entre plusieurs ministères. Il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, le secrétariat d'État au budget, le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur pour la police des Jeux. Donc tout à l'heure, je vous dirai un petit peu ce que l'on envisage de proposer pour essayer de donner à nouveau une véritable prise de responsabilité de l'État pour l'ensemble de la filière, compte tenu du poids qu'elle représente au plan économique, au plan social et au plan culturel. Troisième raison à cette crise, ça tient plus là à la gouvernance de la filière elle-même. Et ça, c'est le fruit de l'histoire. On a deux sociétés mères, le Trot et le Gallo, qui portent ces missions de service public, dont j'ai parlé tout à l'heure, service public, de développement de l'élevage, de développement rural, d'enrichissement de la filière, et aussi ces deux sociétés mères qui doivent garantir que les courses sont organisées conformément à la réglementation générale et qu'elles respectent un certain nombre de critères que vous connaissez bien. Il y a le PMU qui est un GIE dont les deux actionnaires sont le Trot et le Gallo, à 50-50. Tout le monde sait très bien qu'une société dont les deux actionnaires sont chacun à 50-50 est une société qui a une certaine liberté d'action. Quand en plus cette société fait un chiffre d'affaires de plusieurs milliards et qu'elle est talonnée par la pression tout à fait naturelle de ceux qui voient que les enjeux ont tendance à baisser, eh bien, il peut y avoir une certaine fuite en avant en termes de marketing, je l'ai écrit, je crois que beaucoup ici peuvent le considérer, fuite en avant, notamment dans la création de jeux nouveaux, dont on peut se poser la question de savoir s'ils dégagent des marges suffisantes pour enrichir la filière comme elle devrait l'enrichir. C'est ce qu'on appelle là aussi la dilution des masses. Les parieurs, petit à petit, ne voient plus l'intérêt de continuer à jouer pour des jeux qu'ils ne comprennent pas forcément très bien ou dont le retour est insuffisant. Et puis surtout, ça joue sur l'attractivité de la filière. Plus il y a de types de jeux, plus ces jeux sont complexes, moins ces jeux ont une rentabilité avérée et moins ça va attirer de nouveaux acteurs, de nouveaux parieurs. Alors que, effectivement, les paris sportifs, les jeux de poker peuvent attirer plus facilement des joueurs, mais dans un comportement plus addictogène, et c'est le live betting en particulier, c'est-à-dire qu'on joue de manière un peu frénétique pour pouvoir gagner et multiplier ses gains.
Les jeux dans le domaine hippique, c'est autre chose. Il y a une connaissance, il y a une culture, il y a un investissement sur le long terme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et plus les paris hippiques se rapprocheront des autres formes de jeux, et moins la filière hippique sera défendue. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un problème d'attractivité de cette filière. Là, je vous ai cité les fondements de la crise actuelle. Maintenant, je vais vous dire comment on essaye d'agir et les objectifs que l'on vise. Donc, deuxième partie de mon intervention, c'est comment Equistratis s'est organisé et comment Equistratis agit. D'abord, Equistratis est un think tank. Le think tank, c'est la traduction anglo-saxonne, c'est un réservoir de réflexion. Mais nous sommes à la fois un think tank, on essaie de réfléchir, d'analyser, de trouver des solutions, mais on a aussi la capacité d'agir. L'équipe que je dirige est une équipe spécialisée dans la gestion de crise et dans la construction de projets de réforme durables. On est intervenu dans le domaine spatial, on intervient quotidiennement dans le domaine agricole, et notamment au plan européen, pour faire évoluer la politique agricole commune. Et croyez-moi, c'est pas simple. On intervient, vous savez que je suis intervenu dans le dossier de GDE avec toute mon équipe. Là aussi, c'était affreusement compliqué parce que tout était perdu. Quand on est arrivé, on nous a dit c'est fini, circuler, il n'y a rien à voir. Et on a fini par trouver les voies avec l'appui très important de toute une population qui s'est mobilisée. Et c'est pour ça, encore une fois, que le mouvement des jeunes professionnels est très important et le nombre d'adhérents à Equistratis a aussi une importance majeure. Plus on sera nombreux à aller dans le même sens et plus les projets de réforme que nous sommes en train de construire auront des chances d'aboutir. Ces projets de réforme, comment est-ce qu'on les construit? On a consacré les premiers mois de notre activité à analyser la situation. Je vous ai résumé très très rapidement les éléments clés de cette situation de crise. On essaye maintenant de voir comment on pourrait relancer le dispositif sur plusieurs sujets. D'abord, comment relancer les enjeux? On a bâti un modèle économétrique. Un modèle économétrique, c'est un modèle qui fait apparaître les tendances. Et c'est un modèle qui indique quelles sont les variables qui ont le plus d'importance. Alors, juste pour l'illustration, voilà les différentes variables sur lesquelles nous avons travaillé. Vous avez les déterminants de base, le prix, la discipline, le nombre de partants, l'heure, le jour, la saison, la présence du quintet, le nombre de types de paris, d'hippodrome, le pays, la distance. Ça, ce sont des éléments qui déterminent l'intérêt ou non d'une course. Ensuite, il y a les variables macroéconomiques. Là, on a identifié le taux de chômage, la confiance des ménages, les caractéristiques spécifiques de la course et les interactions entre courses. C'est une vingtaine de variables. On a modélisé et on a essayé de faire apparaître les corrélations entre ces variables et les enjeux. C'est-à-dire que quand une variable bouge dans un sens, quel va être son impact sur les enjeux? Et puis, comme il y a une vingtaine de variables, il y a toutes les interactions entre les différentes variables. Aujourd'hui, on a un modèle dont le taux de corrélation est élevé. Bon, pour les spécialistes, il est de 75 à 79%. C'est-à-dire qu'à peu près à 80%, quand on fait bouger une variable, l'impact que l'on va avoir sur les enjeux sera vrai à 80%, ce qui est extrêmement élevé. Mais comme il y a beaucoup de variables, il faut maintenant qu'on bâtisse des scénarios. Quels sont les scénarios les plus utiles, les plus efficaces? Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi faut-il agir? Le nombre de courses, les lieux de la course, les horaires, il y a des facteurs. On est en train de travailler là-dessus. On aura fini notre travail au mois de juin et on aura des scénarios qui seront des scénarios en termes de programmation. Il va falloir agir sur la programmation des courses et coordonner cette programmation entre les différents acteurs, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'aspect économique. On a un aspect de gouvernance et réglementaire. Il y a des lois, il y a des décrets, il y a des règlements qui encadrent le fonctionnement des courses. Il y a la loi de 1891 et la loi de 2010 qui en est la suite et qui intègre les jeux en ligne. C'est cette loi, ce sont ces lois qui définissent le service public. Il est évident aujourd'hui que d'avoir autorisé les tests en live betting sur les sites de la FDJ et du PMU contreviennent à l'application du service public. Nous n'excluons pas, comme dans le dossier GDE,
de mener des actions judiciaires pour mettre l'administration devant ses responsabilités. En autorisant le live betting comme elle l'a fait, elle contrevient aux lois et aux règlements qu'elle doit faire appliquer. Je ne vous cache pas que les avocats sont en train de travailler là-dessus. Il va falloir à un moment donné que l'on responsabilise certains échelons de l'administration et de l'État. Tout ça pour vous dire que l'aspect réglementaire est très important. Il faut faire appliquer les lois et règlements, il faut éventuellement les faire évoluer. Il va falloir sanctuariser beaucoup plus le secteur hippique qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est ouvert à une concurrence de plus en plus féroce. Il y a la concurrence de la Française des Jeux. Même si cette concurrence n'est pas responsable de tout, il va falloir créer, je dirais, une étanchéité plus importante que celle que l'on connaît aujourd'hui. Sinon, il va y avoir une inflation en termes de marketing vers des jeux qui vont s'éloigner de plus en plus de ce que doivent être les jeux dans le domaine hippique. Il y a un nouveau jeu qui sort, c'est Turf Foot. Pourquoi est-ce que demain, il n'y aurait pas Turby, Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'associerait pas tous les sports avec les activités hippiques? Ce que cela veut dire, tout simplement, que les activités hippiques sont considérées comme n'étant plus attractives et que donc on essaye d'instiller d'autres sports dans ces activités pour attirer de nouveaux joueurs. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. À mon avis, on va exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc il faut recentrer tout cela sur les activités hippiques proprement dites et mieux les protéger. Il y a aussi un autre point qui est important. J'ai dit que la gouvernance du secteur était éclatée entre différents acteurs. Bon, j'ai cité le TRO, le GALO, le PMU, mais il y en a beaucoup d'autres. Il va falloir faire en sorte de créer une gouvernance unique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le rapport d'Ambroise Dupont en 2013, à l'issue duquel, ou en 2012, je ne sais plus, il avait été créé un comité stratégique de filière. Il y a une magnifique photo où on voit une centaine de personnes qui représentent ce comité stratégique. Lorsque la réunion s'est tenue au mois de janvier entre les différents représentants de l'État et les différents représentants des filières, il y avait beaucoup de monde. Il va falloir créer un pôle de gouvernance commun. Je ne dis pas unique, mais commun, qui sera doté de pouvoirs de négociation aussi bien avec l'État qu'avec d'autres acteurs, notamment l'Europe, qui fasse en sorte que la filière soit prise beaucoup plus au sérieux. Tout le monde parle des 180 000 emplois. Bon, déjà, il faut analyser plus en détail la consistance de ces 180 000 emplois, parce que quelle est la part des emplois indirects, la part des emplois directs? Il y a un vrai travail à faire, et nous allons le faire aussi. Mais une filière de 180 000 emplois, ce n'est pas rien. 180 000 emplois, je rappelle que le monde agricole, le nombre d'agriculteurs est entre 800 et 900 000. Ils ont un pouvoir de négociation, un pouvoir d'influence beaucoup plus important. Et en plus, ces 180 000 emplois appartiennent à la fois au monde rural, mais aussi au monde du sport, au monde de la culture. Il faut rappeler, et Miard le rappelle dans son rapport, que c'est aussi une filière qui exporte. Le solde des exportations entre les importations et les exportations de chevaux est supérieur à 2 milliards d'euros. Il faut donner à la filière beaucoup plus de consistance économique. C'est comme ça qu'elle acquérera une véritable consistance de négociation. Mais si chacun y va de manière séparée, et ils ne peuvent pas faire autrement, le président du TRO va négocier pour le TRO, le président du GALO va négocier pour le GALO, la FFE va négocier pour la FFE, donc chacun va négocier pour son domaine. Il y a une vraie tentative de négociation commune, mais c'est extrêmement facile pour les pouvoirs publics de s'adresser aux uns, de s'adresser aux autres, mais de ne pas s'adresser à l'ensemble. On me faisait remarquer, Dominique me faisait remarquer tout à l'heure, que le mouvement des jeunes professionnels ressemble un peu aux jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs ont un vrai pouvoir d'écoute et un vrai pouvoir de négociation. C'est extrêmement important ce qui est en train de se passer. Mais il faut deux pieds. Il faut à la fois que des acteurs de terrain se mobilisent et il faut que des organismes comme le nôtre prennent un certain leadership en termes de propositions de réformes et de capacité de négociation de réformes. Mais on n'arrivera pas à grand-chose si simultanément on n'intervient pas sur la gouvernance de l'ensemble du secteur. Parce que j'ai rencontré Édouard de Rothschild, Dominique de Bellègue, les différents acteurs.
Nous sommes tout à fait en phase sur les problèmes qu'il y a à traiter, mais comment les traiter, comment agir. Il y a l'aspect économique, il y a toute la réforme de la programmation grâce au modèle que l'on a construit, mais il y a aussi tous les efforts à mener en termes de gouvernance. Et pour ça, il va bien falloir qu'à un moment donné, la filière se dote d'une représentation durable et forte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui nécessitera certainement des adaptations réglementaires, eh bien, ça fera partie des propositions que l'on fera très prochainement. Je voudrais finir par les objectifs que l'on mène. Les objectifs que l'on mène, donc il y a stabiliser le montant des enjeux et responsabiliser l'État et les différents acteurs. J'ai parlé des différents acteurs. Je pense que l'État, qui est éclaté lui-même entre différents ministères, il faut suggérer à l'État, et on est en train d'y réfléchir, de créer une sorte de responsabilité commune. C'est ce qu'on appelle une délégation interministérielle. Nous allons proposer qu'il y ait une délégation interministérielle à la filière équine qui soit créée, de manière à coordonner l'ensemble des actions des ministères et de n'avoir qu'un seul interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui les interlocuteurs? C'est un peu le ministère de l'Agriculture, un peu le ministère des Finances, chacun dans son domaine. C'est le meilleur moyen pour ne jamais avancer. Pour la TVA, on va négocier avec le ministère du Budget. Le ministère de l'Agriculture dit qu'il ne peut rien faire. Si vous voulez, notre métier est de travailler en permanence avec les ministères, avec les parlementaires. On sait très bien combien il y a des phénomènes d'évitement. Si on n'a pas un ministère vraiment leader et responsable, ou une délégation interministérielle, eh bien, on passe son temps à aller voir les uns, à aller voir les autres, on gagne ici, on perd là. Et la filière équine est dans cette situation. Elle-même, elle n'est pas homogène, et en face, il n'y a pas une responsabilité cohérente. Donc, je ne critique personne, je fais un constat. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a que des gens bien intentionnés, aussi bien dans les différents acteurs de la filière qu'au niveau des administrations. Mais des gens bien intentionnés qui n'ont pas le pouvoir de négociation ou de décision, ça aboutit à la crise que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, je suis sûr que cette idée de délégation interministérielle va faire son chemin, et cette délégation interministérielle doit être placée auprès du Premier ministre. Les délégations interministérielles, par exemple, il y a une délégation interministérielle à la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème majeur depuis longtemps, il est loin d'être résolu, mais c'est comme ça quand même qu'il y a eu des investissements, qu'il y a eu une certaine coordination. Il y a une dizaine de délégations interministérielles. Je pense vraiment que la filière équine en a besoin, parce qu'il n'est pas normal que l'agriculture, pour 900 000 agriculteurs, ait un ministère, avec des milliers, des dizaines de milliers de fonctionnaires, et c'est parfaitement justifié, et que la filière équine, avec 180 000, peut-être plus d'acteurs, elle soit complètement laissée en suspens entre différentes responsabilités ministérielles. Voilà, écoutez, je ne vais pas parler trop longtemps parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourrez nous poser. Mais je voudrais conclure en disant que la force qui est la nôtre, c'est une indépendance par rapport à tous les cadres existants. Cette indépendance nous permet d'approfondir des choses transversale, d'avoir une vision globale et d'être capable de proposer des réformes d'ensemble. Sinon, eh bien, on serait des acteurs limités à notre précaré et même si ces acteurs sont tous de très grande qualité, ils ne peuvent pas faire plus que de proposer pour ce qui les concerne. Et quand je discute avec eux, ben, la plupart me disent on a dit à l'État qu'il fallait faire ça, il est important de faire ça, mais il ne nous écoute pas. Voilà, il y a un défaut d'écoute parce qu'il y a un défaut de volume, un défaut de capacité de pression, un défaut d'influence. Est-ce que c'est ce que l'on va essayer de créer avec vous? Je vous remercie. Voilà, j'ai essayé de ne pas parler trop longtemps pour vous laisser la parole. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi, pour bien comprendre, le live betting ne nous laisse rien dans les poches, à contrario du PMU, des enjeux PMU. Non, le live betting, pour l'instant, alors, il est autorisé online.
Mais là, l'idée, ça serait d'autoriser des tests de live betting sur les sites du PMU et de la Française des Jeux, mais c'est pour la Française des Jeux, hein, c'est pas pour le PMU. Donc c'est en fait ce qu'on appelle une diversion de clientèle qui jouera moins au PMU et qui jouera plus à la Française des Jeux. Parce que l'intérêt du live betting, c'est que vous saucissonnez un match en N événements intermédiaires. Par exemple, au tennis, mettons qu'il y ait 5-7, il y a 6 à 8 jeux par set, vous pouvez faire jouer pour le gain de chaque jeu. Donc vous pouvez faire jouer 40 ou 50 fois. Donc ça crée des comportements très addictogènes. Et comme c'est en permanence, alors c'est vrai pour le foot, c'est vrai pour tous les matchs qui durent un certain temps, ça va forcément attirer plus les joueurs qui sont joueurs avant tout. Et malgré tout, un joueur aime le jeu. Donc si on lui donne des raisons de jouer encore beaucoup plus, eh ben, il va être attiré, quitte d'ailleurs à ce qu'il se brûle les doigts. Mais ça, c'est autre chose. Oui, je voudrais passer la parole à Thibault Lamarre, parce que comme je ne le voyais pas, je pensais que vous n'étiez pas là, excusez-moi. Avant peut-être laisser la parole à la salle. Tenez. Non, mais il n'y a pas de problème. Par contre, le machin, ouais. J'ai la lumière plein de touches. Je vais me mettre par là. Ok, donc bonsoir à tous et merci de l'accueil fait au JPFC. Donc nous, le JPFC, nous sommes un mouvement libre et indépendant. Nous sommes un groupe de personnes intègres qui ont décidé d'agir pour un objectif commun, sans prétention, mais on y a mis toutes nos compétences. Nous nous sommes levés au nom du droit à travailler et à gagner nos vies dans une filière qui s'autofinance grâce au PMU, mais ce, tant que la politique la préserve. Et aujourd'hui, le jeu en France devrait être géré par les ministères de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture et du Sport. Mais aujourd'hui, malgré la loi Eric Woerth de 2010, le gouvernement introduit une nouvelle donne, à 1 mois de partir. Et à la faveur d'un manque d'intérêt ou de compétences du ministère de l'Agriculture, c'est pas mon avis personnel, c'est écrit dans le rapport parlementaire mené communément par messieurs les députés Juanico et Miard, de droite et de gauche. Donc, c'est très clairement un rapport objectif, c'est eux-mêmes qui l'écrivent noir sur blanc, manque d'intérêt ou de compétences du ministère de l'Agriculture censé nous protéger. Seul le ministère du Budget est aujourd'hui à la barre. Quel est le résultat? Politique court-termiste qui tend vers un chiffre d'affaires facile. Comme vous le savez, le sujet d'actualité était introduit. Notre cher gouvernement vient de lancer cette autorisation d'essai à la FDJ. Donc le PMU réalise 10% de son chiffre d'affaires en ligne. Le live betting existe déjà en ligne, mais là il va être introduit dans le réseau en dur. Là où nous récoltons 80% du financement de notre filière. D'accord ? 80% de ce qui finance nos courses est récolté dans le réseau en dur. La situation demain, vous aurez une télé PMU, une télé FDJ. D'un côté, les courses, un départ tous les quarts d'heure. De l'autre côté, toutes les compétitions, le foot, le rugby, Roland-Garros, avec des jeux en continu. Imaginez seulement notre chiffre d'affaires pendant Roland-Garros, des matchs toute la journée. 1 euro de foot, 3 matchs par jour. De quelle télé on va baisser le son? Notre filière va exploser. Si nous ne réagissons pas, nous mourrons. Il faut aussi savoir qu'on n'est pas dans le cadre d'une concurrence libre. Nous autres, on n'a rien contre la FDJ.
On demande juste à l'État de jouer son rôle. Il a conservé les monopoles du jeu en France à l'ouverture à la concurrence en 2010, au nom notamment de la préservation de l'équilibre économique des filières. C'est comme si demain, on autorisait dans tous les bars l'installation de tables de poker ou de machines à sous. Les casinos et leurs filières économiques exploseraient, la moitié fermerait, ainsi que leurs hôtels. C'est le coût qui va nous être porté. Or nous ne sommes pas délocalisables. Nous ne sommes pas exposés à une concurrence mondialisée. Nous relevons de volonté politique. Et la situation est très claire, puisque seul le budget commande aujourd'hui à la faveur d'une dérégulation. Ils ont choisi le chiffre d'affaires de la FDJ, 1500 salariés, et ils ont lâché notre filière de 180 000 emplois indirects et plus de 50 000 emplois directs. Très clairement, par les prélèvements faits par l'État, la FDJ rapporte 3,5 milliards quand le PMU rapporte 850 millions. Au nom de ces simples chiffres d'affaires, ils nous lâchent. Que font-ils de l'humain? Que font-ils de nous? On parle également économie des campagnes. On parle écologie. Il faut savoir que le jeu de cheval, c'est de l'agriculture extensive, c'est de la biodiversité. Il y a un déficit de terres pâturées en France, on y participe. C'est au nom de tout ce que nous représentons, de nos 180 000 emplois, de la structure des campagnes, de toute l'économie que ça entraîne avec la multitude de professions qui sont concernées. C'est au nom de tout ça qu'on doit s'unir et se lever en masse pour reposer enfin dans le jeu politique. On n'est pas pour le statu quo. On n'est pas pour se braquer contre l'évolution et l'entrée du XXIe siècle de tous ces jeux-là. C'est pas notre sujet. On exige simplement que toute évolution soit faite dans le respect de ces équilibres-là. Que nous soyons pris en considération. Aujourd'hui, comment peut-on tolérer qu'un tel essai, qu'on prend beaucoup plus pour un réglage qu'un essai, ne soyez pas dupes, les terminaux sont prêts beaucoup plus largement que les 100 bureaux de tabac qui vont être testés. Donc, où en étais-je? Bref. Aidez-moi, je disais... Non, voilà, donc simplement... Oui, non, ça y est, je retrouve le fil. Voilà, comment peut-on tolérer qu'un essai aussi impactant pour notre filière et menaçant soit délivré dans le mois où ce gouvernement va partir? Comment peut-on accepter ça? Au nom de tout ça, notre filière doit se lever, se montrer unie. On doit être représenté et reconsidéré à la hauteur de ce que nous sommes. C'est au nom de tout ça que nous nous sommes levés, que nous agissons, et on attend de vous tous de prendre part à ce mouvement en vous rendant mercredi 29 de la Porte Dorée à Bercy pour de nouveau se faire entendre de ces politiques. Il nous faut être unis. Cette journée, c'est la journée où nous tous, chacun un par un, allons prendre en main nos destins. Soyons tous présents là-bas, nous-mêmes, nos salariés, on va organiser des gardes, il y aura forcément des gars pour soigner des chevaux, mais faisons cet effort-là. On n'a jamais peur de traverser la France pour un bon engagement, et si on part au galop, on a pris 0, on rentre, et c'est notre boulot, c'est pas un problème. Ce jour-là, il nous faut absolument laisser notre compétition de côté, on a bien plus qu'une belle course à gagner, organisons-nous, soyons en nombre, pour enfin reposer dans le jeu politique. Voilà, merci de nous suivre et on vous attend tous. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche? Est-ce que ça marche? Oui? Oui? Ça marche ou ça marche pas? Oui. Alors, merci Thibaut.
Est-ce qu'il y aura encore des petites questions? Normalement, il devrait y en avoir plein parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment, monsieur. Puis on profite du micro, comme il marche, il faut en profiter. Il y a une chose qui est très inquiétante pour moi. On a discuté beaucoup ce soir, et le live betting inclus. J'espère que j'ai tort, mais il y a une proposition qui va verser les enjeux beaucoup plus que le live betting, beaucoup plus que les taux. C'est la proposition d'une carte d'identité pour parier. C'est en place maintenant. Et le plus inquiétant, c'est même Anne-Marie Loisier, qui en principe soutient la filière épique, a dit « Oh ouais, peut-être il faut accepter ça ». À mon avis, c'est catastrophique pour les enjeux. Une réduction de 20 ou 30%. Imagine ça, on arrive devant le guichet, 2 minutes avant le départ, avec un besoin de carte d'identité. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, si ce n'est pas facultatif, c'est plus catastrophique que le live betting. J'espère que j'ai tort, mais c'est mon avis. Merci, monsieur. Je suis assez d'accord avec vous. Et une des raisons pour lesquelles la Française des Jeux a obtenu le test en live betting, c'est qu'en contrepartie, la Française des Jeux a dit qu'il y aurait avant l'identité qui serait donnée pour chacun des joueurs. C'est une manière, je dirais, assez vicieuse, je le dis franchement, d'obtenir une ouverture sur le live betting, parce qu'il y a quand même une croyance qui veut que beaucoup de joueurs sont des fraudeurs, et la France est un pays, comme d'autres pays d'ailleurs, mais notamment en France, qui cherche à serrer les fraudeurs dans les coins, d'où la réduction des jeux en liquide, d'où aussi l'identité des différents joueurs. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'à un moment donné, on finit par se méfier de tout le monde et on finit effectivement par tuer le fonctionnement d'une filière. C'est là que je disais qu'il fallait à tout prix tout remettre à plat et qu'il fallait qu'il y ait un responsable interministériel de la filière équine, parce que sinon, il va y avoir des décisions qui vont être prises par petits bouts. Le ministère de l'Agriculture ne joue plus son rôle qu'il a joué autrefois, et c'est le ministère du Budget, mais le ministère de l'Intérieur, c'est les deux ministères importants, et on le voit bien dans l'affaire du live betting. Les uns, comme l'a rappelé Thibault Lamarre, veulent maximiser leurs gains. Moi, j'ai passé quelques années de ma vie au ministère du Budget, donc je sais comment ça fonctionne. Face aux 850 millions que rapporte le PMU et aux 3 milliards que rapporte la Française des Jeux, il est clair que la tendance naturelle du budgétaire de base est de dire on va faire en sorte que la Française des Jeux rapporte encore plus, alors que le secteur hippique est en déclin, donc on va le laisser mourir. Mais ils oublient une seule chose, je l'ai dit au début, il y a un service public des courses, il n'y a pas de service public des jeux, c'est autre chose. Il y a un contrôle des jeux, mais il n'y a pas de service public. Parce que derrière les courses, il y a tout le financement d'une filière, il y a le développement rural, il y a l'entretien des paysages, il y a aussi des traditions, il y a des savoir-faire, il y a beaucoup de choses qui font que c'est une filière en tant que telle, alors que je sache, il n'y a pas de filière jeu. C'est une des grandes différences. La filière jeu n'existe pas. Il y a des opportunités de jeu. La Française de Jeux fait sûrement très bien son travail, mais il faut arrêter le grignotage par la Française des Jeux. Et par ailleurs, monsieur a raison, le grignotage par la méfiance généralisée vis-à-vis des joueurs. Parce que les joueurs sont censés véhiculer, c'est un peu la chasse à l'argent sale, mais il faut à un moment donné arrêter. Là aussi, il faut poser des limites, parce que sinon demain tous les joueurs seront suspects. Si tous les joueurs sont suspects, eh bien à ce moment-là, effectivement, les jeux hippiques et peut-être même les autres jeux finiront par réduire, voire disparaître, ce qui ne sera pas le cas dans d'autres pays. Et comme il y a un phénomène de mondialisation, on peut très bien imaginer que demain, il y aura aussi accès à des jeux, et c'est déjà le cas aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète. Donc il faut à tout prix non pas protéger pour faire un protectionnisme, mais protéger parce que c'est une filière économique, sociale, culturelle, agricole. On appelle ça l'exception agriculturelle. Ça s'applique pleinement à la filière équine, ça s'applique à l'agriculture et ça s'applique aussi à la culture. Ok, une question ? Bonsoir, Sylvain Martin.
Vous l'avez dit tout à l'heure, la séparation des masses a été un drame pour le PMU. Ça va dans le sens du retour aux joueurs finalement. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un espoir de retour en arrière justement de cette position Je ne peux pas vous dire qu'il y aura un retour en arrière spécifiquement là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une approche globale qui n'a jamais... Il y a plein de décisions qui ont été prises les unes après les autres pour des motivations différentes. Chaque ministère ayant une intention particulière. Il n'y a plus de vision globale. Si on n'a plus de vision globale, il y a plein de décisions qui vont être prises les unes après les autres et qui, à la fin, vont débobiner ce qui était un service public qui était piloté autrefois par le ministère de l'Agriculture. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix s'appuyer sur des ministères, mais comme on est dans le cadre d'un service public avec une réglementation extrêmement précise, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une vision globale et il y ait des décisions qui soient prises. Sinon, le résultat, c'est la crise que j'ai évoquée tout à l'heure, la baisse systématique des enjeux, la perte d'attractivité et le fait que le PMU essaye de faire ce qu'il peut, mais sans véritable pilotage. Que je sache, la multiplication des types de jeux n'est pas la chose la meilleure qui soit. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas abordé, c'est le bien-être animal. Il y a un rapport qui vient de sortir au Parlement européen le 14 mars, qui a été rédigé par une députée britannique, Julie Girling, sur la propriété responsable et les soins pour les équidés. C'est intéressant de lire ce rapport, et ça c'est une tendance très européenne, c'est-à-dire l'amélioration constante du bien-être animal, du transport des équidés, du nombre, je dirais, d'heures de travail, etc. C'est aussi une tendance qu'il faut avoir en tête, et à mon avis, il faut anticiper. Et il faut intégrer ça dans nos propres réflexions, parce que sinon, c'est un domaine où, là aussi, comme il y a, je dirais, une suspicion vis-à-vis des joueurs, il peut y avoir aussi une suspicion vis-à-vis de tous les acteurs de la filière. Et il vaut mieux anticiper plutôt que se trouver demain en but à des oppositions, à des critiques qui continueront de fragiliser l'image d'une filière qui est déjà soumise à beaucoup de critiques. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête. Alors, ce rapport est intéressant. Ce n'est qu'un rapport parlementaire européen. Comment ça fonctionne? Il y a un rapport d'initiative, après ça va irriguer les circuits de décision, mais il n'y a aucune décision qui est prise. Mais ça montre bien une tendance. Un point quand même, dans ce rapport, il y a 4 recommandations qui concernent la fiscalité et la TVA. Ces recommandations sont des recommandations extrêmement globales. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, sur la TVA, le gouvernement français aurait pu ne pas lâcher comme il l'a fait. Et est-ce que demain le gouvernement français peut revenir en arrière? À mon avis, c'est une hypothèse à analyser. Si vraiment il veut défendre la filière, il peut prendre une décision qui peut-être enclenchera des poursuites de la part de la Commission, mais je pense que dans ce jeu de négociation où il y a beaucoup de choses à la fois, la filière équine pourrait être un petit peu mieux défendue qu'elle a été défendue. Et je pense qu'il est plus du ressort du gouvernement français que d'une hypothétique unanimité à Bruxelles de faire évoluer la TVA sur les ventes, sur les pensions, enfin la TVA sur l'ensemble du secteur équestre. Et ça, le gouvernement français, un gouvernement français plus fort, pourrait très probablement obtenir gain de cause. Aujourd'hui, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est pas compliqué. Alors, la directive européenne date de 2006. La directive européenne, elle est violée gaillardement par pratiquement tous les États. Donc, à un moment donné, tant qu'il n'y a pas une négociation européenne qui aboutit à un résultat, je pense qu'il faut aussi se poser la question. L'impact est tellement dangereux et lourd pour la filière équine que c'est un véritable problème économique et social qu'un gouvernement responsable devrait prendre en considération. Et je pense que ça peut se négocier. On a négocié à Bruxelles des choses beaucoup plus compliquées. Donc, Jean-Marie Barado, éleveur de pur sang. Vous venez d'évoquer effectivement votre action renforcée par une mobilisation de la base. Vous évoquez la TVA, vous indiquez 180 000 emplois directs ou indirects, on parle peut-être de 180 000 plus 50 000. Je m'étonne dans Jour de Galop de constater qu'à ce jour, la pétition signée en faveur de la TVA n'a été signée que de 15-16 000 personnes, alors qu'on peut estimer à 230 000 personnes le nombre à se mobiliser pour la défense de la TVA.
Donc c'est simplement un appel pour dire qu'effectivement votre action sera efficace dès lors que la base se mobilisera. J'espère que mercredi la mobilisation sera importante, mais si l'on se réfère à l'action menée par la base sur la TVA, on peut générer quelques inquiétudes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça va tout à fait dans le sens de ce que je viens d'indiquer. Mais avant toute chose, il ne faut pas faire croire que ça va être facile. C'est pas, je pense qu'on fait une erreur en disant ou en pensant que c'est à Bruxelles que ça va se régler. Parce que à Bruxelles, pour l'instant, il y a une proposition de réforme de la directive TVA qui date d'avril 2016. On estime que le temps de négociation sera au moins de 4 ou 5 ans. Et le problème de la filière équine est un problème infinitésimal par rapport aux autres problèmes de la TVA, puisque là aussi, on estime que la fraude à la TVA, c'est 170 milliards d'euros. Le vrai problème est en France. Et s'il faut qu'il y ait un effort de fait, c'est sur le prochain gouvernement. Leur dire, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez revenir en arrière, à vous d'aller négocier à Bruxelles, non pas dans le cadre d'une réforme hypothétique de l'ensemble de la directive TVA, mais dans le cadre de la défense d'un secteur d'activité, d'une filière qui a été meurtrie par la décision de 2013. Eh bien, le gouvernement français peut invoquer des clauses de sauvegarde. Il y a 1000 moyens pour un gouvernement français, comme pour n'importe quel gouvernement, de faire valoir la sauvegarde d'une filière. Et là, c'est vraiment auprès du gouvernement français et pas auprès de Bruxelles. Parce que Bruxelles s'en prendra un temps fou. Et si ça se trouve, on n'y arrivera pas avant très longtemps. Donc il ne faut pas soumettre l'avenir de la TVA dans la filière équine à l'avenir de la TVA en général, dont on ne sait pas ce qu'il va devenir, parce que c'est finalement tout le projet européen qui est en jeu. C'est l'harmonisation fiscale. Ce n'est pas demain qu'on arrivera à l'harmonisation fiscale. Moi, je voudrais vous parler de la TVA. S'il y en a un qui s'est battu dans l'Ouest, c'est moi. J'ai envoyé des courriers partout. Je me suis baladé sur tous les hippodromes. J'en fais beaucoup d'hippodromes, non. J'ai des shows, j'en ai quelques-uns aussi. Enfin, peu importe. La question n'est pas là. J'ai adressé X courriers. J'ai envoyé des courriers à Paris Turf sur la TVA. Ça n'est jamais passé. Je me suis baladé sur les hippodromes avec un imperméable du Tour de France. Enfin, bref, peu importe. Dessus, j'avais TVA 19,60. Elle était à 7% à l'époque, si j'ai bonne mémoire. Et mort du petit cheval au dos. Ah, j'en ai fait des hippodromes. D'ailleurs, je vais à Paris, on m'appelle Monsieur TVA, dans pas mal d'endroits. Peu importe, la question n'est pas là. J'ai fait X courrier. J'ai contacté Christiane Enmarek. Je suis resté pendant plus de 20 minutes au téléphone. Dans l'Oux, enfin bref, peu importe. Tous les gens de l'Ouest et tout. J'avais suggéré une chose. Les courriers, j'en ai adressé à tous les entraîneurs, presque tous. Je suggérais une chose, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu manifester les jockeys. Les jockeys, je peux vous le dire tout de suite, on retardait le quintet de combien? 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Deauville est partout. Le brassard qui ne servait à rien, peu importe. Eh ben moi, je ne voyais pas les choses comme ça. J'avais écrit dans mon courrier un peu de solidarité dans le milieu de chevaux. Ça fait plus de 50 ans que j'ai des chevaux de course, je vous dis tout de suite. Bon, peu importe, la question n'est pas là. Eh bien, c'était, au dernier moment, il y a un quintet, il y a 16 chevaux d'engagés. À la dernière minute, il y a 7 allocations dans le quintet, on tire 7 chevaux au sort qui rentrent dans le rond. Les autres tournent au box. La course d'après, il y a 5 allocations, on tire 5 chevaux au sort. Les 5 rentrent, prennent les 5 allocations, les autres au box. On fait ça pendant 3-4 jours. J'aime mieux vous dire que les pouvoirs publics auraient réagi d'une autre façon. J'ai des entraîneurs qui m'ont dit, je peux vous le dire, je ne vais pas vous dire qui exactement, qui m'ont dit, mais monsieur, ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Par contre, j'ai été soutenu par des grandes personnes du monde du cheval, entre autres. C'est tombé à l'eau. Eh bien, aujourd'hui, j'aime mieux vous dire, moi j'y suis. J'ai un certain nombre de chevaux aujourd'hui. Je suis passé à la TVA, personnellement. Eh ben, je peux vous dire que quand vous payez les factures, que tout est à la TVA, vous ajoutez 20%, eh ben, c'est pas mal. Et il y a combien de gars qui aujourd'hui, avec ce système-là, les éleveurs, il y en a qui ont supprimé une partie de leur élevage, tout ça parce que il y a toujours les frais, les 20%. On est rendu où là? Alors qu'est-ce qu'on veut? C'est tout. C'est lamentable, c'est tout. Et à côté de ça, alors, vous savez, j'ai été interviewé par Equidia, bref, peu importe, à Deauville. On m'a dit, mais c'est Bruxelles. Ben, j'ai dit, moi, à Bruxelles, ce qu'il faut commencer par faire, c'est faire un hôpital psychiatrique et aller les envoyer tous faire un stage. Non, mais c'est tout, c'est vrai, c'est normal. On est en train de crever, là, et on ne dit rien.
Mais par contre, il y a un manque de solidarité, je suis sûr. Ah, moi, j'ai acheté pas Bon. mal de choses. Je peux vous dire, j'ai mis du pognon. Je sais ce que ça coûte, la TVA. J'ai payé. J'entends ce que vous me dites. Non, mais excusez-moi, j'ai contacté le patron du PMU il y a 3 semaines. Hein, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. J'ai envoyé un courrier, j'ai pas eu de réponse. Je l'ai eu en direct écoutez bien, pendant près de 3 quarts d'heure. Monsieur Dalifard, peu importe. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Aujourd'hui, on se plaint de certaines choses. Hein. Là, j'attaque. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Il y a des entraîneurs qui ne veulent plus s'adresser aux journalistes. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc où je ne suis pas d'accord. Là, je les comprends. Ils ont raison. Il y en a qui ont raison. Je vois un monsieur comme monsieur Sépulcre. Là, j'ai pris l'exemple que je connais très bien, hein, qui a arrêté sa carrière, qui a toujours été très compétent avec les journalistes, avec tout le monde. Eh bien, il est parti en retraite. Il n'y a pas eu un seul article dans Paris Turf. Eh bien, je suis désolé. La balle va dans les deux sens. C'est tout. Voilà ce que j'ai à dire. Quant à la TVA, excusez-moi, mais bonjour les dégâts. Bon, je vous ai compris et je sais que c'est un combat particulièrement difficile. Mais ce genre de combat, il faut peut-être s'organiser autrement. L'impact de l'augmentation de la TVA a incontestablement créé des situations économiques désastreuses. L'État n'était pas obligé d'appliquer la recommandation bruxelloise. Dans ce genre de cas, le seul moyen d'aboutir, c'est de mettre la pression sur l'administration. Et vous pouvez écrire tous les courriers que vous voulez. Vous pouvez manifester. Si vous n'êtes pas soutenu par une action résolue contre l'administration, vous n'arriverez pas à un résultat. Le seul moyen d'agir, c'est d'attaquer l'administration, à un moment donné, sur des bases solides. Je n'exclus pas que sur la TVA, il y ait un moyen d'action judiciaire. Alors là, je peux vous dire qu'en face, ils se mettent à réfléchir de manière beaucoup plus précise. Comment est-ce qu'on a gagné le dossier GDE après 40 procédures? En attaquant Ségolène Royal directement. Et en mettant en jeu pour excès de pouvoir, je vous passe les détails. C'est comme ça que, brutalement, l'ensemble du ministère s'est mis dans la bonne voie. Donc sur la TVA, c'est pareil, sur le live betting aussi, il faut envisager, et nous sommes habitués à ce genre de combat, d'aller au-delà de tout ce que vous faites, qui est extraordinaire, mais c'est épuisant, parce que vous n'avez pas véritablement la main sur les décideurs. Vous ne savez pas qui décide derrière. Qui décide? C'est pas vraiment le ministre, c'est toute une administration. Qui a décidé de laisser filer la TVA, parce que c'était beaucoup plus facile, hein, et qu'il y avait à obtenir en contrepartie autre chose à Bruxelles. Mais ça, vous ne le savez pas. S'il n'y a pas, je dirais, des équipes spécialisées comme nous qui vous disent exactement ce qui se passe, vous allez passer un temps infini à vous battre avec des interlocuteurs qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas de pouvoir d'action. Que ce soit le directeur du PMU, que ce soit même le ministre. Les ministres, ils sont en général aux mains de leur administration. Et c'est normal. Ils passent toute leur journée en représentation. C'est pas eux qui étudient dans le fond les dossiers. Pour avoir travaillé avec plusieurs ministres, bon, il fait le tour de table, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est ça où il y a le moins de risques, et hop, et on prend la décision. Et après toutes les conséquences, les mesures d'impact, en général, elles sont pas faites, ou elles sont faites de manière extrêmement globale et hâtive. Et c'est un mouvement constant de décisions à prendre dans la hâte, et très souvent, il y a des décisions complètement absurdes qui sont prises. Alors, pour revenir en arrière, c'est difficile. Et donc, il faut à tout prix voir s'il n'y a pas des moyens d'action. C'est pas Bruxelles dans cette affaire. Bruxelles n'a jamais véritablement... Elle a recommandé à la France de faire, mais c'est la France qui a décidé de faire. Elle n'était pas obligée. Moi, j'ai lu différentes analyses juridiques de différents juristes sur l'affaire de la TVA. La France aurait pu résister. Et je dis aujourd'hui que la France peut probablement revenir en arrière, mais pour ça, il faut un gouvernement fort, résolu et bien informé. Et quand on dit que la filière, c'est 180 000 emplois, il faut peut-être avoir un dossier un peu plus consistant pour expliquer en quoi il consiste, quel est l'impact sur la ruralité, quel est l'impact culturel, l'impact en termes d'exportation. Ce dossier manque aujourd'hui. Il y a des informations éparses, mais le pouvoir d'influence de la filière est insuffisant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc la TVA, même s'il y a 15 ou 20 000 signatures, demain il peut y en avoir 30 ou 40 000, si vous n'avez pas derrière, en ordre de marche, une action résolue contre l'administration et peut-être même une action judiciaire, je doute que vous arriviez à quelque chose. Et c'est pas en allant à Bruxelles au Parlement européen, dans les couloirs du Parlement européen ou dans les couloirs de la Commission que vous obtiendrez quoi que ce soit. C'est le problème du lobbying. Il faut savoir
où agir, comment agir pour que ce soit efficace. Sinon, vous perdez une énergie fantastique. Mais en revanche, si vous savez où agir, s'il y a des gens comme vous qui sont mobilisés sur le terrain, alors là, vous avez une énergie démultipliée. C'est pour ça que, encore une fois, le mouvement des jeunes professionnels, et ce que nous faisons, si on associe bien, je dirais, nos deux modes d'action, on arrivera à des décisions, dont une décision sur la TVA. Thierry Saudoir, si vous permettez, je vais revenir sur l'action TVA. J'ai en charge la présidence du GESCA, groupement des entreprises du secteur cheval en agriculture. Les 5 sociétés mères nous ont mandaté dernièrement pour essayer d'organiser et de mettre en œuvre cette action TVA qui a eu lieu le 27 février dernier au Salon de l'agriculture. Alors, on parle d'ordre de marche. Vous avez vu que l'ensemble de la filière s'est mis en marche pour une signature commune sur un appel TVA pour que, effectivement, le gouvernement futur puisse entendre que l'ensemble de la filière revienne à un taux de TVA réduit. J'ai apprécié, monsieur, dans vos propos 2 choses. La première, c'est que, effectivement, moi j'ai toujours pensé, mais alors ça c'est une réflexion très personnelle, que l'on aurait dû désobéir à cette TVA. Et monsieur Lecomte, dans sa tribune l'autre jour, a dit la France, elle avait plus blanc que blanc. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on a appliqué à la lettre en fait le fait que nous avions été condamnés. Mais il y a beaucoup de pays en Europe qui ont été condamnés et qui n'ont pas écouté cette recommandation. Et puis depuis 2 quinquennats maintenant, il faut être très clair, la politique cheval est complètement absente, donc il faut absolument faire évoluer ces choses. Jean-Marie, tu disais tout à l'heure que 15 000 signatures, c'était le cheval va mal. C'est vraiment très peu parce que moi, je vais beaucoup plus loin. Il y a 30 000 éleveurs, il y a 10 000 propriétaires, il y a 700 000 licenciés. Je pensais très vite qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans cette signature. Ce qui veut dire que là, on est une fois de plus, et comme vous, et j'en suis à féliciter une fois de plus Thibault Lamarre pour son action, l'ensemble de la salle d'être présent ici pour écouter cette réflexion, parce que maintenant, il faut démarrer. Il faut démarrer. Donc l'ordre de marche, c'est certain, mais maintenant, il y a besoin de tout le monde dans les axes pour pouvoir aller vers l'avant. Alors, l'ensemble de la filière actuellement sollicite les différents députés, les différents sénateurs. J'ai entendu tout à l'heure Anne-Catherine Loisier mentionner. C'est quelqu'un qui, je pense, devrait nous aider dans l'avenir. Maintenant, il faut appuyer là où ça fait mal. Mais là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas l'Europe qui prendra la décision, et je l'ai dit en interview l'autre jour, c'est le gouvernement français qui nous aidera et qui prendra cette décision. Donc c'est sur lui et sur lui seul qu'on doit agir, mais effectivement en étant structuré, avec des chiffres, des données précises à l'appui, et on se doit d'aider tous les gens qui, dans les ministères, souvent connaissent très très peu nos animaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, une dernière chose, si vous le permettez, la TVA, c'est un combat de plus long terme, dont l'échéance d'ouverture du dossier européen, si je ne m'abuse, va intervenir que maintenant, au mois de novembre 2017. La notion du live beating, c'est un dossier immédiat. Et il faut actuellement, si vous m'autorisez cette réflexion, bien dissocier les dossiers dans la défense immédiate et après les structurer un petit peu différemment. Bon, je suis tout à fait en accord avec vous, mais quand je dis ordre de marche, c'est aussi choisir des points d'action qui vont au-delà des 2 groupes cheval du Sénat et de l'Assemblée. Je les connais bien, ce sont des gens qui se battent, mais c'est pas suffisant. Il va falloir certainement aller rencontrer 20 ou 30 députés et sénateurs pour les informer et pour faire en sorte qu'ils soient en permanence informés pour qu'ils soient des véritables relais. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de questions écrites et orales qui soient posées. Vous savez, les questions orales le mercredi, lorsqu'il y a toutes les télévisions qui sont là, moi j'ai réussi à faire évoluer beaucoup de dossiers. Mais c'est beaucoup de travail parce que les questions orales ne sont vraiment posées que par des parlementaires qui ont parfaitement compris le sujet. Donc pour qu'ils comprennent parfaitement le sujet, il faut les voir plusieurs fois, il faut avoir des dossiers extrêmement solides et avoir des objectifs très précis. La TVA, c'est à long terme, sauf si on convainc le nouveau gouvernement qu'il peut prendre une dérogation en utilisant je ne sais quelle clause de sauvegarde, mais il y en a 150 que l'on peut utiliser. Au gouvernement de prendre ses responsabilités, mais il ne le fera
que s'il est véritablement convaincu et que si on a, j'ai parlé de délégué interministériel, un interlocuteur. Sinon, on va passer son temps à aller au ministère de l'Agriculture, au secrétariat d'État au budget, au ministère de l'Économie, au ministère des Sports, au ministère de l'Intérieur. On va s'user. Il faut qu'il y ait une seule tête. Et il faut que pour la filière équine, il y ait aussi, alors peut-être un petit groupe, mais un groupe restreint qui ait le pouvoir de négociation. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors le live betting, c'est très urgent. J'ai parlé tout de suite d'une action judiciaire, elle va être engagée dans les 2 mois qui viennent. C'est-à-dire que le nouveau gouvernement, le nouveau ministre des Finances, va être attaqué par nos soins. Ce jour-là, l'action sur le terrain prendra tout son sens. S'il n'y a qu'une action sur le terrain, aussi forte soit-elle, aussi courageuse soit-elle, sans relais avec des actions qui font mal, ça s'épuisera. Monsieur a parlé de son combat pour la TVA tout à l'heure. Ça s'épuisera si on ne va pas faire mal là où on va créer de la responsabilité. Aujourd'hui, qui est responsable, hein? Qui, au sein du ministère du Budget, est responsable? C'est probablement un chef de bureau. J'ai été chef de bureau au ministère du Budget. J'ai passé mon temps à faire des notes pour dire, bon ben là, il n'y a plus d'argent à prendre, on va en prendre à côté. Donc je sais comment ça fonctionne. Et je sais que de toute manière, la direction du budget est le cœur du pouvoir en France. C'est aussi le cœur du pouvoir dans d'autres pays. Parce que ce sont les grands argentiers. C'est là qu'il faut taper. Les ministères techniques, comme le ministère de l'Agriculture, n'ont quasiment plus aucun pouvoir. En revanche, s'ils se rendent compte que sur le terrain, ça bouge, le ministre de l'Agriculture va prendre plus de force vis-à-vis de son collègue du budget. Mais si en plus on va attaquer le collègue du budget en lui disant là, vous contrevenez à la loi, vous ne protégez pas un service public dont vous avez la charge, là, ça va être une autre paire de manches, parce qu'il va être obligé de se défendre. Et se défendre, ça suppose de mettre en jeu tous les services, le service juridique, et ils vont commencer à se poser des questions qui ne se posent pas aujourd'hui. Bon, voilà, c'est pas pour le plaisir de mener des actions judiciaires, mais à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités et dire ça suffit. Il est clair que dans la filière équine, il y a plusieurs facteurs, TVA, live betting et d'autres, qui montrent que l'État, l'administration, on parle de l'État, c'est l'administration, s'en désintéresse de plus en plus. Et comme on ne sait pas où sont les responsabilités, le meilleur moyen de responsabiliser une administration, c'est d'aller attaquer le ministre, qui est responsable. Mais qui n'est pas informé en général. Ou il est informé de manière rapide et légère, il va vous recevoir, il va être charmant, et puis il va passer à autre chose dans la seconde qui suit. Et tant que ça ne brûle pas véritablement, tant qu'il n'y a pas soit la révolution dans la rue, soit des actions judiciaires qui lui font mal, ça passera au 3e plan. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole de nouveau. Juste une constatation. Depuis toujours, le monde du cheval, ce sont des centaines d'associations qui défendent chacune leur beefsteak. Vous avez tout à l'heure expliqué qu'effectivement, il était bon de pouvoir enfin fédérer la filière équine en une seule voix pour aller défendre nos intérêts. Je constate à côté que le monde agricole, lui, est très fédéré, très organisé, très puissant, avec des techniques de lobbying très au point. Ma question est, ne doit-on pas aller plus loin et rallier le monde agricole pleinement, qui a déjà fait ses preuves en la matière, et il n'y a qu'un pont entre le monde du cheval et le monde agricole, enfin on en fait même pleinement partie. Donc voilà, question ouverte. Alors je connais très bien le monde agricole puisqu'on y travaille tous les jours. Il est très fédéré, mais enfin il y a un syndicat majoritaire, la FNSEA. Il y a 2 syndicats qui commencent à peser sérieusement. Il y a la Confédération et il y a la Coordination rurale. Il y a quand même des batailles assez dures à chaque élection. Il y a aussi le réseau des chambres d'agriculture. Donc c'est un monde effectivement très organisé, très influent, mais qui est peut-être un peu moins homogène qu'on peut l'imaginer. Maintenant, je ne suis pas sûr que votre combat soit le combat du monde agricole. Aujourd'hui, tel que je perçois le combat du monde agricole, c'est effectivement d'avoir une politique agricole commune qui soit peut-être, qui prenne mieux en compte principalement la volatilité des prix et l'effet de la volatilité des prix sur le revenu des agriculteurs, notamment dans le domaine laitier, dans le domaine céréalier ou dans quelques autres domaines. Mais ce n'est pas véritablement vos problèmes. C'est très différent. Vous avez un impact sur le développement rural, vous avez un rôle dans le développement rural, mais je crains que votre filière soit le parent pauvre
des sujets ou des enjeux qu'aura à gérer par exemple la FNSEA, parce qu'il y a des filières très différentes. Entre l'élevage, il y a plusieurs formes d'élevage, entre les moyennes montagnes, entre les différents territoires, il y a des cas de figure extrêmement différents. Entre la filière fruits et légumes, la filière vitivinicole, la filière céréalière, le blé, le maïs, vous avez déjà des mondes qui souvent ne travaillent pas dans le même sens, et nous on le voit tous les jours, entre les producteurs de blé et les producteurs de maïs, c'est pas véritablement les mêmes orientations. Donc tout ça fait que si en plus vous intégriez cette filière, vous risquez d'être encore plus mal défendu que si vous vous défendez tout seul. Moi je pense qu'il faut que la filière équine apparaisse comme une filière en tant que telle. En plus, il y a des aspects culturels, il y a des aspects sociologiques très particuliers. Il faut à tout prix les préserver et les mettre en valeur. Votre problème, c'est un problème de mise en valeur de ce que vous êtes et de valorisation auprès des pouvoirs publics de l'importance que vous reflétez. Non seulement pour les métiers que vous représentez, pour les territoires, mais aussi pour tous les gens qui parient, les 13 ou 14 millions de parieurs, qui parient pas de la même manière pour des courses qu'il parie pour le live betting sur un match entre Federer et un autre. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une filière équine, il n'y a pas une filière jeu. Et c'est une grande différence. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement du monde des parieurs Alors, on est également en contact avec eux, mais c'est un travail, je dirais, où il faut fédérer tout le monde autour d'un projet commun. C'est vrai que le monde des parieurs se pose aussi plein de questions. Ils voient bien qu'il y a une réduction des retours joueurs, qu'il y a un intérêt de moins en moins important. Ils voient bien aussi qu'il y a des types de jeux qui ne comprennent plus, où la part du hasard est de plus en plus importante par rapport au choix que l'on peut faire quand on joue à un jeu classique dans le domaine hippique. Donc je pense qu'ils sont alliés, mais il faut créer des sujets où ils adhèrent eux aussi. Il faudrait que demain, l'ensemble de la filière soit défendu par les entraîneurs, par les propriétaires, mais aussi par ceux qui parient et peut-être par d'autres qui ne sont pas forcément des amoureux du jeu, mais qui sont peut-être des amoureux de nos paysages, de nos territoires, du bien-être animal, je ne sais pas. Il y a tellement de sujets autour de la filière équine qu'il faut réussir à fédérer tous ces centres d'intérêt. C'est là le vrai travail. Et c'est un travail considérable. Le rapport au JRO qui avait été demandé par Jacques Chirac à l'époque traite exactement de ce qu'on discute ce soir. Et ça n'avait pas été pris en compte. Non, mais il y a... Ah oui, alors, mais c'est tout le problème des rapports. Il y a le rapport Augereau, après il y a eu, je crois... Ah non, il y a eu le rapport Dupont, il y a eu aussi le rapport de Anne-Catherine Loisier, qui vient de sortir rapport, et il y a le rapport Lumière et Juanico, qui vient de sortir là il y a quelques semaines. Et chaque rapport irrigue le rapport suivant, c'est assez classique. Mais tant que ça reste dans l'ordre des rapports, ça n'impacte pas la réalité. C'est ça le problème. En revanche, le jour où vous arrivez à créer un mouvement, une structure, qui va utiliser dans ses rapports des bonnes idées et qui va les mettre en scène, à ce moment-là, ils vont avoir une suite. Mais il y a parfois des rapports écrits il y a 20 ans qui n'ont jamais eu de suite. Et puis un beau matin, vous avez une action cohérente, concertée, avec des acteurs qui se mettent d'accord sur un certain nombre d'axes. Et là, ces rapports vont devenir utiles. Mais pour l'instant, ce ne sont que des rapports. J'ai parlé du comité stratégique de filière. C'était une des conclusions du rapport Dupont, créer un comité stratégique. Ah, il s'est réuni, le comité stratégique. Et depuis... Oui, alors on a encore une question au fond de la salle. Oui, bonjour Lydie. Je suis un peu surprise parce que finalement on a été... Parce que... On vous entend pas. Non mais il faut parler. À la limite, c'était à eux de se manifester, quoi. Les instances dirigeantes, que ce soit France Gallo ou le Trou, quoi. On a été mis au pied du mur. La TVA, elle est tombée en mars. Ça a été rétroactif en janvier. C'est-à-dire qu'on a tout retouché de janvier à mars, quoi. Mais c'est quand même à nos instances de se bouger, quoi. C'est quand même eux qui nous dirigent. Mais je pense que les instances se sont bougées. Mais chaque instance a un rôle limité. Les problèmes sont transversaux. Il faut donc qu'il y ait une représentation d'ensemble
des différentes instances pour pouvoir traiter des problèmes transversaux. Sinon, chacune va avoir une action limitée et l'interlocuteur en face, qui est l'État, le sait très bien. Oui, d'accord, mais on a quand même été mis au pied du mur. Nous, en tant qu'entraîneurs, propriétaires, éleveurs, la TVA, elle est tombée en mars. Mais c'est l'État. Mais non, mais ça s'est passé d'une manière très simple. Oui. C'est qu'à un moment donné, Oui. le ministre du Budget a dit on applique. Point. Oui. Le Mais ministre de l'Agriculture a laissé faire et c'était trop tard. Ok, mais à côté de ça, tous les clubs hippiques et tout, ils sont allés dans la rue. Oui. Et eux, ils ont obtenu gain de cause. Oui, ils ont obtenu, bien sûr, parce qu'il y a eu une action sur le terrain, mais je pense que s'il y avait eu une action coordonnée et beaucoup plus On a été résolue... très mal informés, très mal informés. Mais je pense que c'est encore le cas. Hein. Et je pense d'ailleurs que, je veux dire franchement, il y a un peu d'enfumage. Ah oui. C'est-à-dire que les instances sont souvent enfumées par les interlocuteurs qu'ils ont, qui n'ont pas envie vraiment de se pencher sur un sujet qui n'est pas un sujet brûlant pour eux. Par rapport à tous les autres sujets qui occupent les ministres, vous n'êtes pas un sujet majeur. Il faut faire en sorte que ça devienne un sujet majeur. C'est pas le cas encore. Bah, oui, Je vous le dis franchement. Oui, mais enfin, un propriétaire qui est obligé de monter une structure agricole pour récupérer la TVA, ça devient plus à loisir, quoi. Il baisse les bras, quoi. Donc, c'est catastrophique. Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est l'histoire récente. Il faut arriver à renverser la vapeur maintenant. C'est ce à quoi on s'emploie. Oui. Mais France Gallo, ou le trou devrait bouger quand même. C'est incroyable, ça. Mais je pense qu'ils informent leurs interlocuteurs, qui leur disent que c'est effectivement un grave problème et qu'ils vont faire des groupes de travail. C'est ce qu'ils ont fait au mois de janvier. Ils ont fait des groupes de travail. 15 jours après, ils autorisaient les tests en live betting. Bon. Ce qui veut donc dire que c'était pas pris très au sérieux. Alors après, il dit c'est quand même scandaleux, c'est une honte. Vous nous avez dit que et finalement vous faites le contraire. Vous avez vu la réponse de Sapin ou la réponse d'Eckert? Il n'y a aucune réponse à personne, à aucun courrier. D'ailleurs, ils ont un mois à faire, donc je me mets à leur place. Ils vont pas véritablement se mobiliser pour un sujet qui va intéresser leurs successeurs. Donc nous, on travaille pour le gouvernement qui sera en place mi-juin. Mais là, par contre, on compte mettre une pression très forte. Okay. Merci. Sur ce dont vient de parler la dame, là, pendant tout le temps, pratiquement, vous avez parlé, vous parlez très très peu des maisons mères, vous parlez peu des présidents de ces maisons. Et je vous remercie. On a l'impression, vous parlez beaucoup du gouvernement, des ministères, etc., des interlocuteurs de l'Europe. Pas du tout des présidents des maisons mères, qui ont pourtant un conseil d'administration, qui sont nombreux, qui apparemment ont besoin de se réformer aussi, et qui ont eu un audit qui était de la Cour des comptes qui était très critique à leur sujet. Et on a l'impression que vous les tenez, enfin, pas vous personnellement, mais que vous les présentez un petit peu comme quantité négligeable, ce que vous venez de dire un petit peu d'ailleurs. Et je voulais savoir d'une part comment vous, Equistratis, étiez perçu par eux. Est-ce que vous êtes le chien dans le jeu de qui, ou est-ce qu'ils sont très ouverts à ce que vous faites? Et je voulais aussi savoir quelle était leur position par rapport au mouvement qui est représenté par Monsieur Lamarre, et savoir par exemple s'ils allaient participer, Monsieur de Bellègue, Monsieur de Rothschild, s'ils allaient participer à la manifestation mercredi, s'ils seront avec les gens de la base. Bon, déjà, on va peut-être laisser la parole à Thibaut, peut-être qu'il nous réponde par rapport à Je voulais d'abord répondre. D'accord. Après, on passera à la parole à Thibaut. Les maisons mères, elles ont une fonction qui est définie par la loi. Elles sont là pour exercer le service public dans leur domaine. Je pense que les maisons mères ont des intentions louables, mais d'abord, elles sont en difficulté financière, de plus en plus grave, avec peut-être une perspective de rupture de trésorerie à 1 an ou à 2 ans, il faut le savoir. Et je pense qu'il y a un problème d'audition, c'est-à-dire que les maisons mères sont plus tellement audibles. J'ai discuté plusieurs fois avec Dominique de Bellègue qui m'a dit c'est quand même incroyable, j'ai dit ça au ministre, j'ai dit ça au secrétaire d'État, il ne m'a pas entendu. Donc, je ne porte aucun avis critique sur les maisons mères. Je dis qu'aujourd'hui, la séparation entre les différentes responsabilités affaiblit l'ensemble de la filière pour des problèmes transversaux. C'est là que je dis qu'il faudrait qu'il y ait
une représentation unique de l'ensemble de la filière, ce qui n'enlève rien aux maisons mères, pour véritablement avoir un pouvoir de discussion et d'influence et de coordination des différents acteurs qui manquent aujourd'hui. Donc, encore une fois, je ne remets pas du tout en cause leur existence, bien au contraire. Je dis qu'elles sont amputées aujourd'hui d'une partie de leur pouvoir et elles sont fragilisées par une situation financière due au fait que les enjeux baissent et que les retours vers les maisons mères se sont stabilisés, qu'il y a certainement des coûts trop importants, il y a un effort, il y a un problème de contrôle de gestion, que ce soit au trot, au galop ou ailleurs, au PMU aussi. Il y a certainement des économies à faire. Mais qui s'occupe de faire le contrôle de gestion? Quelle est l'instance qui contrôle? Il n'y en a pas. Ça devrait être l'État, mais l'État, ils ont autre chose à faire, c'est pas leur problème. Ils voient le retour, 900 millions, 850 millions. C'est là qu'il manque une entité qui pilote et qui coordonne et qui assure, je dirais, une réduction des coûts, une réorganisation, peut-être des services communs, des services financiers, des services juridiques communs. Il y a tout un travail de restructuration à faire. C'est pas une tutelle. La tutelle, elle est au niveau public. Non ? C'est pas on les empêche de faire des bêtises. On les aide à peut-être mieux se gérer. Je pense que les maisons mères sont dans une situation de dépendance qui est une situation qui les empêche de prendre les bonnes décisions. Mais pour que les bonnes décisions soient prises, mais je parle du PME aussi, il faudrait qu'il y ait une entité qui pilote l'ensemble, notamment sur la gestion et le contrôle de gestion. Il y a certainement des coûts, et ils le savent tous, qui sont excessifs. Il y a des services qui devraient être communs, qui ne sont pas communs. Pensez pas qu'il pourrait y avoir un service juridique commun, un service financier commun, un service de contrôle de gestion commun. Combien est-ce qu'on économiserait? Un service de marketing peut-être aussi commun. Et que tout ne soit pas au sein du PMU. Non mais là je dis des choses qui sont peut-être affreuses. Il y a une restructuration complète de la filière qui n'a jamais été faite parce que chacun a une fonction déterminée et chacun ne peut pas aller plus loin que le périmètre qu'on lui a alloué. Voilà le problème. Pardon ? Ah ben ça c'est un autre problème, c'est qu'on est dans le secteur public, que vous regardez les comptes, il n'y a pas de compte analytique. Par exemple, le PMU, on ne sait pas quelle est la marge nette du poker, des jeux sportifs ou autres. Le contrôle commence par une comptabilité analytique. Une comptabilité analytique, c'est pas la comptabilité publique. La comptabilité publique, elle rend les choses, je dirais, complètement opaques. La seule chose que voit l'État, et c'est normal, c'est son job, c'est ce qui lui remonte. Le reste, c'est pas son problème. Donc là, et qui peut aujourd'hui prendre ce genre de décision? Ni le trot, ni le galop seul. Il faudrait absolument, il manque un pilote, une sorte de holding, je ne sais pas, enfin c'est pas le terme approprié, mais qui véritablement prenne en main l'ensemble et redynamise l'ensemble. Aujourd'hui, c'est un système qui est en train de s'amortir petit à petit. Non, simplement pour répondre à une question qui a été posée directement par rapport au mouvement, je ne peux pas parler en leur nom et vous dire s'ils seront présents ou quoi. Sachez qu'on a quand même rencontré un soutien de leur part, même si on a gardé évidemment notre totale liberté, puisque là encore nous sommes libres et indépendants. Malgré tout, on a été très clairement soutenus. Ils se sont vraiment inscrits en ligne de ce qu'on faisait. Je peux pas vous parler de leur présence ou quoi, on a reçu leur soutien. Et simplement, la TVA est un sujet qui sensibilise tout le monde. N'oubliez pas une chose, moi le premier, nous ne sommes pas mobilisés. Ceux qui l'ont fait ont obtenu certaines choses dans les clubs. Au nom de cette erreur de ne pas s'être mobilisé avant, j'en appelle encore une fois à vous pour se mobiliser maintenant. On peut pas c'est beaucoup plus dur à faire avec l'effet retard que de le faire maintenant. Et n'oubliez pas non plus une seconde chose, nous sommes dans une période éminemment politique. Le 5 à Saint-Cloud, les principaux candidats viendront nous présenter leurs projets pour la filière. On a besoin de se réinscrire dans des contrats de filière et de la projection. Et là encore, c'est le moment de se montrer en force et en nombre pour retrouver toute la considération qu'on mérite dans le jeu politique et qui est éminemment important pour notre avenir et notre pérennité. Encore une question? Oui. Oui, bonjour, Vincent Renaud.
Demain, admettons, dans les semaines et dans les mois à venir, le live betting est levé. Est-ce que vous avez des relations avec le PMU? Est-ce que le PMU est prêt à évoluer? Est-ce que la cote fixe est possible pour certaines choses? Il faut quand même que le PMU bouge, quoi. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, parce que là, le jeu, ça marche plus, il n'y a plus de rapport. Quelqu'un qui touche un quintet dans le désordre, il touche 123 € ou un truc comme ça, c'est plus possible, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des contacts avec le PMU? Est-ce qu'ils sont prêts à faire quelque chose? Écoutez, je vais avoir prochainement un contact avec le président du PMU, mais je pense que le PMU est engagé dans un processus sans fin, qu'ils essaient de maintenir le volume des enjeux, et puis derrière, ça se délite. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui et savoir s'ils sont prêts à changer. Ce que je sais, c'est qu'une organisation où il y a plus de 1000 personnes a un peu tendance à tourner toujours dans le même sens. Il faudrait une réforme très profonde et peut-être un changement d'équipe. Mais encore une fois, on ne peut rien faire, à mon sens, si on veut agir sur chacun séparément. Il faut avoir une approche d'ensemble et convaincre le prochain gouvernement d'avoir un délégué interministériel et de placer, je dirais, en pilotage de l'ensemble des activités de la filière, une équipe pour, je vais le dire franchement, mettre de l'ordre. Parce que ça peut pas durer comme ça, quoi. Déjà, si le live betting passe, on va droit dans le mur. Non, mais si le live betting, je peux vous dire que l'action judiciaire qu'on va mener va poser un véritable problème au gouvernement. Oui, oui, mais je suis bien d'accord, mais si demain le PMU réagit pas, on y va. Et là, c'est pas le PMU qui va réagir là-dessus, c'est nous qui allons Je pense que le jeu à la base, c'est le problème. Le jeu ne marche plus. Non, mais le jeu ne marche plus. Mais je parle du live betting. Le live betting, c'est un autre sujet. C'est qu'ils autorisent la Française des Jeux à faire des choses qui ne devraient pas être faites. Donc là, c'est un problème judiciaire. Là, le prochain ministre, il va se poser la question. Est-ce que je peux maintenir ou pas? Donc ça va. Voilà, il faut à un moment donné créer des blocages. Sinon, effectivement, c'est un truc sans fin. Hein. Est-ce qu'il y a des études là qui vont être faites pour le PMU, pour trouver des jeux pour on est en train de travailler, nous, c'est le modèle sur lequel on travaille, pour voir quels sont les types de jeux peut-être à abandonner. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inflation des types de jeux qui font qu'il y a une dilution totale. Et donc le retour joueur finit par ne plus avoir de sens sur l'essentiel et recréer un attrait pour les jeux. Cet attrait est en train de disparaître complètement. Mais c'est pas le PMU. Le PMU est lancé, j'ai écrit un article là-dessus, dans un processus de création en permanence de jeux nouveaux. Parce qu'ils essayent de gagner, ça se comprend. Ils essayent de trouver d'autres parieurs, ils essaient de créer une attirance. Et puis, il y a cette espèce de concurrence qui, à mon avis, est une concurrence dangereuse avec les paris sportifs. Donc, ils essaient d'introduire du sport partout. Mais en faisant ça, ils dévalorisent les paris épiques au profit de paris hybrides. Ils créent des sortes de chimères, hein, c'est-à-dire des jeux qui n'ont pas véritablement de sens et qui ne peuvent pas durer très longtemps. Mais il faudrait peut-être qu'ils changent un petit peu leur mode de réflexion, parce qu'on a vu un article dans Paris Turf l'autre jour où on a dit que les 9 réunions de Cagnes-sur-Mer qui étaient en nocturne et qui avaient été passées en semi-nocturne ont généré 47% d'enjeux supplémentaires. On passe de, je ne sais plus combien de millions, de 30 millions à 45 millions. Guillaume Maupas s'est félicité d'ailleurs de ce sujet-là. Alors, on parle peut-être qu'il faudrait... c'est pas grand-chose de changer. Enfin, c'est ce qu'on est en train de regarder. Il y a des problèmes, c'est sûr, mais la possibilité de ramener des enjeux... Oui. C'est exactement sur ce qu'on est en train de travailler, mais enfin c'est pas simple parce que il faut qu'on arrive à concentrer sur des scénarios qui sont durables aussi. Parce que le danger du système aujourd'hui, c'est que un jeu en cache un autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se crée, puis un autre qui arrive, et ainsi de suite. Et c'est une fuite en avant. Alors, il y a des satisfactions sur le volume global. Mais le volume global est de moins en moins rentable. Donc on dégrade le taux de retour joueur, ainsi de suite. Donc c'est une espèce de vice sans fin, mais qui va dans le mauvais sens. Et quel a été l'intérêt des épiques séries, s'il vous plaît? Écoutez, si vous voulez... Moi, je ne sais pas. Si vous voulez, derrière tout ça, je ne sais pas s'il y a eu des études d'impact faites auparavant. Hein, on a voulu singer le top 14, par exemple. Mais ce n'est pas de même nature. Encore une fois, les sports d'équipe, ça n'a rien à voir avec les courses. C'est autre chose, c'est un autre monde. On ne peut pas mélanger comme ça des cultures différentes. Et je pense que Epic Series, on est allé emprunter
à la culture sportive, pour intégrer ça au monde hippique. Et puis voilà. Et l'impact, je n'ai jamais vu de mesure d'impact de la création d'Epic Series. Par contre, je ne sais pas non plus combien ça a coûté. Mais je pense que ça a coûté un certain prix. Voilà. 16 millions. Le micro, il est. Le micro, madame, peut-être. C'est fini ou pas? C'est fini? Oui, bonsoir, Benoît Robin. J'avais juste une question à vous poser au sujet des actions judiciaires que vous voulez mener, et je me demandais comment allaient-elles être financées, ces actions judiciaires. Ça, c'est une bonne question. Je vais peut-être passer la parole à Pascal. Alors oui, c'est une bonne question parce que c'est un problème, bien sûr. Donc vous avez bien compris que tout ça, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de spécialistes, et tout ça se paye. C'est donc pour ça qu'Equistratis, on demande aux gens d'adhérer. Contrairement à d'autres mouvements qui n'ont pas besoin de fonds, nous on a besoin de fonds et de beaucoup de fonds. Sinon on n'ira pas jusqu'au bout. Donc ça me permet de vous rappeler qu'aussi on a besoin d'argent et donc il faut adhérer au mouvement. Merci. Ouais, oui, je voulais vous demander, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'une personne qui chapeauterait toute la filière, quoi, pour représenter toute la filière, pour avoir plus de pression, quoi. Créer une sorte de holding. Mais alors, comment vous comptez faire pour mettre en place cela? D'abord, il faut construire le projet, voir les possibilités qui sont juridiquement et réglementairement offertes. Après, et je pense que dès demain, le téléphone va sonner, aller voir les différents responsables pour voir avec eux ce qu'ils en pensent et ce à quoi ils seraient prêts. Mais ça ne se fera véritablement que lorsqu'il y aura un nouveau gouvernement. Parce qu'on leur demandera simultanément de créer une délégation interministérielle, c'est pas gagné. Il faut leur démontrer l'utilité de la chose. Hein. C'est là que le dossier sur la filière et tout est absolument nécessaire. Et simultanément, leur demander d'autoriser ou d'aller dans le sens d'une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs de la filière, en leur disant qu'il y a aussi peut-être des économies à faire. Et je suis absolument convaincu qu'il y a des économies. C'est-à-dire que la contrepartie de la baisse des enjeux, c'est aussi une partie d'économie. C'est pas les économies qui vont tout faire, il faut pas rêver. Hein. Mais déjà, si on a un dynamisme plus fort, si on a des jeux plus attrayants, et une véritable politique marketing pour aller chercher de nouveaux joueurs, je pense que compte tenu de la qualité de l'ensemble de la filière française, on peut avoir un impact fort, non seulement en France, mais à l'étranger. C'est vrai que le PMU fait un bon travail aujourd'hui pour intéresser différents pays aux courses en France. Il faut le poursuivre, mais ça ira mieux s'il y a une meilleure santé de l'ensemble et il y a une meilleure cohésion. Parce que le trot et le galop, les deux sociétés mères, ils se parlent souvent. Il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels ils ne sont pas vraiment en phase. Et il est quand même important de faire en sorte qu'il y ait un meilleur phasage des décisions en particulier. Qu'est-ce qui fait que votre rapport à vous ne sera pas enterré comme les précédents? Nous, ce n'est pas un rapport, nous, c'est une action. C'est-à-dire que nous, on va faire un rapport, à la limite, ce n'est pas un rapport qu'on va diffuser. C'est un projet. C'est un projet et on va surtout, nous, aller le vendre partout. Notre boulot, c'est de faire du lobbying stratégique. On le fait dans d'autres secteurs. On sait où agir, on sait comment agir, et là, on prendra au besoin des voies judiciaires, des voies fiscales, il y a toutes les voies possibles. On va bien sûr utiliser la presse, on va informer la presse autrement. Donc c'est tout cet ensemble d'actions. On va faire connaître aussi des aspects économiques. Hein. On a déjà commencé, je vous ai parlé de ce modèle. On va mesurer l'impact de certaines mesures. Ça suppose, si on veut que ça marche, que l'ensemble des acteurs se rejoignent aussi autour de ce projet-là. Projet qui sera évolutif. Mais c'est plus une méthode d'action qu'un rapport. Des rapports, monsieur l'a très bien rappelé, ils s'enchaînent les uns les autres, et puis ils finissent dans un tiroir, et au mieux, un jour, on les ressort en disant « mais c'est vachement intelligent ce qui a été écrit il y a 20 ans ». Et puis on se dit « tiens, c'est peut-être le moment de le mettre en œuvre ». Non, nous, on est aussi des acteurs.
Là, par exemple, sur la politique agricole commune, on a un projet de réforme de la PAC, ça fait 2 ans qu'on le vend partout, on est allé le vendre aux candidats. À Bruxelles, il y a un intergroupe à Bruxelles qu'on a réussi à constituer qui défend notre projet, donc on va très loin. Et on est capable en permanence de l'améliorer avec les différentes filières, avec les différents syndicats. Donc c'est un char d'assaut. Nos dirigeants ne vont plus rien nous servir. Alors. Si, je pense que les dirigeants, ils vont retrouver le sens de leur action. Aujourd'hui, ils sont dans une situation qui n'est pas drôle pour eux. Moi, je me mets à leur place. Ils ont l'impression que tout se débobine et qu'ils n'arrivent pas véritablement à influencer l'avenir. Donc, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, entre des propriétaires, des entraîneurs qui disent « ça ne peut plus durer comme ça », un État qui ne les écoute pas. Moi, je serais à leur place, je serais un peu désespéré. Hein. Ça, c'est autre chose. Non, mais je ne suis pas sûr. C'est pas la démission d'un homme qui va changer le système. Mais il est hors de question de changer les structures telles qu'elles existent. Il faut les rendre beaucoup plus interopérables, comme on dit chez les militaires, et faire en sorte qu'il y ait un pilote dans l'avion. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question par là. Bonsoir, Jean-Philippe Ravjo. J'ai une petite question à vous poser, juste à titre informatif, si vous pouvez me donner la réponse. Qui, selon vous, pilote l'hôte entre les sociétés mères et le PMU? Si vous pouvez me donner la réponse. Moi, je vais vous donner une réponse qui est une analyse. C'est pas, il n'y a pas une réponse qui existe comme ça. Je pense que le PMU a un poids économique considérable. Et que les sociétés mères, qui théoriquement sont les actionnaires du GIE, les sociétés mères, elles sont dépendantes du retour que leur fera le PMU. Donc le PMU a une position économique dominante, incontestablement. Oui, Monsieur Pifto du J'aime trop. On a questionné Monsieur de Bellègue concernant le transport de sperme pour les juments, les gens qui sont loin des centres de stationnement des étalons. Et il nous a répondu que toucher à ce qui faisait partie du règlement mettait en cause la notion même de race du trotteur français. Alors, je suis désolé, mais pour moi, ça s'apparente à de la malhonnêteté intellectuelle. Je ne vois pas comment le fait de concevoir un produit peut agir sur la notion de race. Monsieur de Bellègue est très à cheval, si je peux employer ce terme là-dessus. Il est intarissable sur ce sujet-là. Son rôle est de défendre le règlement. C'est effectivement la fonction première des sociétés mères. Maintenant, ça n'exclut pas peut-être de faire évoluer les choses, mais je ne pense pas que ça viendra de lui. Voilà. Oui, bonsoir, Christian Bazir, président des entraîneurs. J'ai bien écouté tout ce qui vient de se dire, et il y a des choses que je ne pourrais pas laisser passer. C'est-à-dire que on attaque les dirigeants du cheval français. Je pense qu'on doit plutôt les respecter. Je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout, bien sûr, parce que le parfait n'existe pas et ça se saurait. Mais quand on les attaque sur des gens qui ont travaillé pendant 50 ans, voire 40 ans, bénévolement, qui ont passé 90% de leur temps pour défendre la cause course, aujourd'hui, ils sont peut-être plus dans le coup, je veux bien le croire. Mais surtout, ne les critiquez pas. Aidez-les, oui, mais les critiquez pas. Et alors, parce que moi, je fais partie du conseil, c'est pas pour ça que je suis le meilleur, mais quand même, ça agace un petit peu, parce que quand on sait qu'il y a un an, il y a eu des élections où personne ne s'est présenté, il n'y a pas un jeune qui a voulu se présenter, plusieurs étaient prêts à donner leur place, mais il n'y avait personne. Et là, tout d'un coup, on voudrait dire qu'ils sont plus bons, il faut les jeter. C'est pas trop logique, quelque part. Alors, je dis soyez prudents et soyez quand même indulgents pour ces gens qui se sont dévoués. Et je voudrais pas qu'on les abîme de trop, même s'ils n'ont pas raison partout. Je suis bien d'accord sur certaines questions. Mais moi, en tant que faisant partie du syndicat des entraîneurs, que je suis président, et du comité de direction, on soutient les jeunes, puisque Dumont, il va partir. Dumont est dans la région de fédération en Joumène. On a bien organisé les choses pour qu'il y ait plus de 300 personnes qui vont démarrer par des cars gratuits. Alors j'espère que toutes les autres fédérations le feront, mais c'est pas le cas. Merci. Je voudrais préciser une chose.
Je ne les critique pas. Je dis qu'ils sont dans un système aujourd'hui qui ne permet pas à l'ensemble des acteurs de la filière de pouvoir avancer. Mais je ne les ai pas critiqués. La question m'a été posée plusieurs fois, je ne les ai pas critiqués en tant que tels. Donc ça, je tiens absolument à le rappeler. J'ai bien entendu l'aspect stratégique et lobbying à terme. Et moi, j'aurais une question par rapport à ça, c'est que effectivement, il y a aujourd'hui, on a quand même une fédération équine qui est la 3e de France en termes de sportifs. Et faire du lobbying, vous l'avez rappelé, c'est un peu de stratégie, appuyer là où ça fait mal. C'est aussi des troupes. Et aujourd'hui, le gros des troupes, il est où? Il est aussi à la FFE. Est-ce que dans votre action, vous avez, je dirais, un pendant, une action à mener ou à suggérer vis-à-vis de la Fédération française équestre? Au départ, notre action a concerné surtout le trot et le galop. Et je pense qu'il faut intégrer aujourd'hui la FFE, il faut intégrer les différents acteurs. C'est évident. Si on veut que la filière ait un poids, la FFE est très importante. C'est clair. Donc on va s'ouvrir à eux. Mais encore une fois, on arrivera à une solution qu'en étant le plus nombreux possible. Parce que les problèmes sont transversaux. Le problème de la TVA concerne tout le monde, par exemple. Et le problème des paris, le problème des enjeux concerne tout le monde, parce qu'il y a une redistribution à l'ensemble de la filière. Donc, encore une fois, on est dans la même barque. Mais il faut créer cette barque. Aujourd'hui, il y a différentes barques qui essaient d'avancer ensemble, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous.